Ma belle-mère a abandonné mon père mourant, me laissant avec son fils de 6 ans. Maintenant, elle est revenue 3 ans plus tard et m'a pris un cadeau. Mes parents ont divorcé quand j'avais 6 ans. Ma mère et mon père se disputaient constamment. Il était évident qu'ils n'étaient pas heureux dans leur mariage et qu'ils déchargeaient leurs frustrations l'un sur l'autre. Bien que cela ne soit jamais devenu physiquement violent, leurs disputes bruyantes et leurs insultes verbales m'ont laissé une cicatrice émotionnelle. L'école était mon refuge. J'adorais y aller, voir les autres enfants parler joyeusement de leur vie, alors que moi, je redoutais de rentrer chez moi. Ma mère se plaignait sans cesse de sa vie avec nous. C'était une mère au foyer qui, après avoir terminé toutes les tâches ménagères, passait des heures assise sur le canapé à regarder la télévision. Avec du recul, je pense que ma mère souffrait de dépression, car elle ne se levait presque jamais du canapé, sauf pour aller aux toilettes. Elle ne vérifiait même pas si j'avais mangé en rentrant de l'école. Mon école était à un pâté de maison, et les mères de mes camarades nous emmenaient et nous ramenaient ensemble. Ma mère restait sur le canapé jusqu'à l'heure du dîner. Bien qu'elle fasse de son mieux, elle n'était pas une très bonne cuisinière. Parfois, ses plats étaient trop salés ou n'avaient aucun goût. Comme vous pouvez l'imaginer, mon père n'appréciait pas plus que moi, ce qui déclenchait souvent leurs disputes. Si mon père ramenait un plat à emporter, rarement, mais parfois, ma mère se mettait en colère, affirmant qu'elle cuisinait mieux que ces gens sales des restaurants et l'accusant de gaspiller de l'argent. Leurs disputes dégénéraient en insultes, visant la famille de l'autre et leurs insécurités. Mon père la traitait de paresseuse parce qu'elle restait toute la journée sur le canapé, tandis que ma mère se moquait de lui en disant qu'il ne gagnait pas assez d'argent. C'était ainsi toute mon enfance jusqu'à leur divorce. Honnêtement, j'étais heureux de leur divorce et je n'ai même pas sourcillé lorsqu'ils me l'ont annoncé un soir pendant le dîner. Cependant, mon manque de réaction a mis ma mère en rage. Elle a commencé à se demander si j'étais un psychopathe pour ne montrer aucune émotion. Quand j'ai expliqué que j'avais des sentiments mais que j'étais heureux qu'ils se séparent, elle s'est mise à crier et à m'accuser d'être aussi égoïste que mon père et de ne pas me soucier d'elle. Elle s'est plainte que personne dans la famille ne l'aimait ou ne la respectait et qu'elle en avait assez de nous tous. Ces accusations sont sorties de nulle part, et je ne comprenais pas ce que j'avais fait pour mériter sa colère. Pendant le processus de divorce et la bataille pour la garde, ma mère a finalement été diagnostiquée bipolaire et dépressive après avoir subi une évaluation psychologique en raison de ses sautes d'humeur de plus en plus fréquentes. Elle a été jugée inapte à être parent, et mon père a obtenu la garde exclusive. Le juge a dit à mes parents que si ma mère réussissait à se stabiliser avec un traitement approprié et trouver un emploi, elle pourrait éventuellement avoir une chance de récupérer la garde à l'avenir. Jusque-là, j'étais sous la responsabilité exclusive de mon père. Mon père et moi avons déménagé dans un petit appartement près de son lieu de travail, beaucoup plus loin de mon école, donc j'ai dû commencer à prendre le bus scolaire. Le quartier n'était pas très agréable et les voisins étaient bruyants. Mon père m'a rassuré en me disant que ce n'était que temporaire et qu'il prendrait des heures supplémentaires pour m'offrir une meilleure vie. Fidèle à sa promesse, en 1 an, nous avons déménagé dans un endroit beaucoup plus agréable. C'est à ce moment-là que mon père a rencontré ma belle-mère, Stéphanie, ou Steph, comme elle aimait qu'on l'appelle. Steph semblait géniale au début. C'était notre voisine et elle avait 2 chiens, ce que j'adorais car je pouvais jouer avec eux quand elle venait voir mon père. Jour après jour, je voyais leur relation se renforcer. À cette époque, elle était respectueuse envers moi et restait principalement en retrait. Mais tout a changé quand elle a commencé à passer la nuit chez nous. Soudain, elle trouvait un problème au fait que je regarde la télévision après avoir terminé mes devoirs, que je n'aide pas mon père à faire la vaisselle ou que je ne cuisine pas mes repas. Vous devez comprendre que je n'avais que 8 ans à l'époque. Je sais que les enfants doivent apprendre l'indépendance tôt, mais 8 ans, c'était trop jeune. Je pouvais à peine atteindre le comptoir de la cuisine, mais elle me forçait à laver mes assiettes et criait si j'oubliais. J'aurais aimé que mon père voie les signaux d'alarme et rompe avec elle, mais il semblait amoureux, peut-être parce qu'il avait été seul si longtemps. Lorsque Steph a finalement emménagé avec tous ses chiens, elle a exigé que je cède ma chambre pour que ses chiens aient leur propre espace. Mon père et moi étions choqués qu'elle puisse même suggérer une telle chose. Mon père a essayé de lui faire entendre raison, disant que c'était ma chambre et que les chiens pouvaient très bien rester dans le salon ou même dans sa chambre. Mais Steph insistait sur le fait que ses chiens avaient toujours eu leur propre pièce et qu'ils en avaient besoin. Elle a même suggéré que je déménage dans le placard sous l'escalier, disant que ce serait amusant. J'ai fait une crise et j'ai pleuré, terrifié à l'idée de vivre dans cet endroit sombre. Cela a déclenché une dispute entre mon père et Steph, au cours de laquelle elle a menacé de partir. Mon père a tenu bon, disant que sa demande était ridicule, et ils ont finalement trouvé un compromis lorsqu'il a proposé de construire une niche dans le jardin. Steph a accepté mais était clairement en colère contre moi de ne pas avoir cédé à ses exigences. Après cela, elle ne me laissait plus jouer avec ses chiens et criait même si les chiens s'approchaient de moi. J'ai remarqué qu'après son emménagement, Steph a quitté son travail. Je ne sais pas si elle et mon père en avaient discuté, mais elle n'a jamais repris le travail une fois installée chez nous.
Cela lui laissait trop de temps libre pour me critiquer ou trouver des raisons de se plaindre. J'avais l'impression qu'elle me voyait comme un obstacle indésirable dans la vie de mon père. Elle demandait constamment pourquoi ma mère m'avait abandonné ou pourquoi je ne pouvais pas simplement vivre avec elle. Ma mère ne m'avait jamais contacté depuis le divorce, ni montré le moindre intérêt à le faire. Steph trouvait de plus en plus de raisons de se plaindre de moi auprès de mon père. Elle avait un problème si je ne nettoyais pas ma chambre selon ses standards ou si je rentrais un peu tard après avoir joué avec mes amis du quartier le week-end. Un jour, elle m'a accusé d'être égoïste parce que j'avais trop mangé lors d'un repas de famille. Elle avait invité ses parents et sa famille pour un barbecue. J'étais rentré après avoir joué au basket avec mes amis et, comme n'importe quel adolescent, j'avais probablement très faim. Elle m'a pris à part et m'a dit que c'était égoïste de ma part de manger autant de nourriture alors que ce n'était pas prévu pour moi. J'ai répondu que c'était mon père qui avait tout acheté, mais elle a murmuré furieusement que j'étais une mauvaise belle-fille et que je ne devais pas l'embarrasser devant sa famille en mangeant trop. En grandissant, Steph me confiait de plus en plus de corvées, même si j'avais passé toute la journée à faire mes devoirs et que j'étais épuisé. Elle s'attendait à ce que je cuisine pour nous trois tous les mercredis et m'assignait des tâches quotidiennes comme sortir les poubelles et nettoyer la cuisinière. Même si je faisais ce qu'elle demandait, ce n'était jamais assez bien, car elle se plaignait à mon père de mes habitudes de nettoyage, disant que je ne faisais pas les choses à sa manière ou que je ne savais pas bien nettoyer. Pourtant, quand il s'agissait de son propre ménage, elle ignorait tous les défauts. Quand j'ai commencé à prendre des cours de natation, elle a dit que je gaspillais l'argent de mon père et que j'étais une enfant gâtée. Elle a dit à mon père que cet argent pourrait être mieux dépensé ailleurs. Une fois, quand ses chiens sont tombés malades, elle a demandé à mon père de payer leur traitement, lui disant que s'il pouvait payer mes stupides cours de natation, alors il pouvait aussi payer la facture du vétérinaire. Mon père a refusé, et elle a dû emprunter de l'argent à ses parents. Finalement, quand j'ai eu 13 ans, mon père et Steph m'ont annoncé qu'ils attendaient un bébé. Cela m'a choqué, mais eux semblaient fous de joie. Mon père m'a dit que Steph lui avait demandé en mariage et qu'ils allaient se marier avant l'arrivée du bébé, car c'était la bonne chose à faire. Je me souviens m'être senti vide, car je détestais cette décision et j'avais envie de crier à mon père qu'il s'engageait dans un autre mariage désastreux. Mais c'étaient des adultes qui avaient pris leur décision. Que pouvais-je faire, à 13 ans? Mon père et Steph ont eu un mariage civil rapide où ses parents et moi étions présents comme témoins. Pour leur lune de miel, Steph a insisté pour que mon père l'emmène au lac Tao, donc je suis resté chez ses parents pendant une semaine. Les parents de Steph étaient tout aussi désagréables qu'elle. Ils m'ont posé des questions intrusives sur ma mère, puis ont commenté le fait que j'étais peut-être aussi instable qu'elle à cause de sa maladie mentale, et que je devrais me sentir chanceuse que Steph ait décidé d'épouser mon père malgré le fait qu'il est une fille comme moi. D'une manière ou d'une autre, ils m'ont fait me sentir inférieur, comme si je n'avais aucune valeur. Dans les mois qui ont suivi, Steph a donné naissance à un petit garçon. Dès le moment où j'ai posé les yeux sur Paul, il a toujours été mon frère. Je n'ai jamais ressenti d'animosité ou de ressentiment à son égard pour avoir été enfant unique avant lui. J'avais été seul si longtemps que le fait d'avoir un frère me réconfortait. Paul est né prématuré. Mon père m'a expliqué qu'il avait des coliques et pleurait parfois toute la nuit. Mon père s'occupait de lui la nuit et ne dormait que tôt le matin, et Steph prenait le relais quand je rentrais de l'école. Mais Steph me laissait souvent Paul à garder et me demandait de lui donner à manger ou de changer sa couche s'il pleurait. Je savais que mon père et elle étaient épuisés, mais elle me traitait comme une babysitter et attendait de moi que je prenne soin de son bébé, même si j'avais des devoirs à faire ou des amis à voir. Si je faisais des plans avec mes amis pour aller au cinéma ou faire une randonnée, elle me grondait en disant que j'étais égoïste et que je n'aidais pas la famille. Cependant, mon père ne me traitait jamais de cette façon. En fait, il m'encourageait à vivre ma vie normalement. Une fois, quand mon père est parti en voyage d'affaires pendant 3 jours, ma situation avec Steph s'est aggravée. Elle s'attendait à ce que je m'occupe de Paul, même la nuit, et me criait dessus s'il pleurait trop. Elle m'a dit que, en tant que femme, je devais apprendre à m'occuper d'un bébé, sinon aucun homme ne voudrait m'épouser. Elle m'a appris à chauffer son lait, vérifier la température du biberon, le faire rôter et le baigner. Si Paul pleurait, elle me criait dessus pour que j'aille le voir, comme si j'étais sa mère et pas elle. Quand mon père est rentré, j'ai craqué et je lui ai tout raconté, car j'étais épuisé. Il s'est disputé violemment avec Steph et lui a interdit de profiter de moi. Il lui a dit que s'il le fallait, il l'aiderait davantage avec Paul. Elle n'a pas aimé cela et a dit à mon père qu'elle n'aimait pas être mère et que ce rôle n'était pas fait pour elle. Elle a fait ses valises et est partie. Mon père a passé des semaines à la supplier de revenir, car il devait prendre un congé pour s'occuper de Paul. Les parents de Steph ont aussi grondé mon père pour avoir pris ma défense. Ils lui ont dit que, dans toutes les familles, on attend de la fille aînée qu'elle aide la mère avec les plus jeunes, et que c'était la tradition. Je ne sais pas. Peut-être que mon père était fatigué ou qu'il s'est senti impuissant. Mais quand Steph a finalement décidé de revenir, il ne s'est plus opposé au fait qu'elle m'impose la garde de Paul.
Elle a commencé à faire dormir Paul dans ma chambre pour ne pas être réveillé la nuit. Si j'avais des plans avec des amis, elle m'obligeait à les annuler ou menaçait de me confisquer mon téléphone. Quand Paul a commencé à ramper, elle attendait de moi que je sécurise ma chambre pour que son fils ne se blesse pas. Je crois que c'est la première fois que j'ai commencé à en vouloir à mon père dans cette histoire. Il ne me défendait plus et laissait tout se passer pour préserver son mariage. Il savait que je restais exprès de retard pour éviter de me plaindre de Steph. Elle aussi sortait boire avec ses amis et rentrait ivre, s'évanouissant avant même d'atteindre la chambre. Je savais que je devais travailler dur pour quitter cette maison et obtenir mon indépendance, alors c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai baissé la tête et étudié. J'ai veillé à avoir d'excellentes notes et j'ai secrètement cherché des universités loin de chez moi. Quand j'ai enfin été accepté dans une bonne université avec des bourses, j'en ai informé mon père. Il était fier que j'ai tout accompli seul, mais Steph ne l'était pas. Elle m'a accusé d'avoir délibérément choisi une université à des kilomètres d'ici. Je n'ai pas cherché à me justifier, alors elle a commencé à crier en disant que je devais choisir une université proche et que la famille passait avant mes études. J'ai refusé et suis parti vivre en résidence universitaire. Après cela, mon contact avec Steph et mon père s'est considérablement réduit. Steph a complètement cessé de me parler parce qu'elle n'aimait pas que je sois parti et que je ne l'aide plus avec Paul, tandis que mon père était fatigué de jouer les médiateurs entre nous. Je me suis concentré sur mes études et me suis fait de nouveaux amis. En deuxième année d'université, un après-midi, mon père m'a appelé 23 fois. Mon téléphone était en silencieux car j'étais avec mes amis, donc je n'ai pas vu. Mais en rentrant, j'ai immédiatement rappelé, et il a décroché avec des cris et du verre brisé en arrière-plan. Inquiète, je lui ai demandé ce qui se passait, et c'est là qu'il m'a dit qu'il avait un cancer de l'estomac. Quand je suis arrivé chez mon père, j'ai découvert que Steph était vraiment partie. Mais ce n'était pas tout, elle avait laissé Paul avec lui. Imaginez abandonner son enfant aux mains de son mari mourant. J'ai essayé de la contacter ainsi que ses parents plusieurs fois, mais personne n'a répondu à mes appels. J'aurais pu y aller en personne, mais je ne voulais pas gaspiller le précieux temps que j'avais avec mon père. Je voulais passer du temps avec lui et, honnêtement, j'aimais aussi passer du temps avec Paul. Je tenais à mon père et à Paul, et cela a duré plusieurs semaines. J'ai accompagné mon père à tous ses rendez-vous alors qu'il suivait une chimiothérapie. Comme je devais retourner à l'université, j'ai décidé d'admettre mon père dans un centre de traitement du cancer, car il avait besoin d'être surveillé 24h24 et 7h7. Je n'avais pas d'autre choix que d'emmener Paul chez les parents de Steph, car je ne savais pas quoi faire d'autre. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, ils ont été choqués de me voir là avec Paul et m'ont demandé ce que je faisais là. J'étais tellement en colère que je les ai confrontés au sujet de leur fille qui s'était simplement enfuie, laissant Paul et mon père sans donner aucune explication. Ses parents étaient très réticents à me dire quoi que ce soit, mais j'ai continué à crier sur eux, et c'est à ce moment-là que Steph a finalement décidé de sortir de sa chambre. J'étais sous le choc en réalisant que cette femme avait vécu ici tout ce temps, ignorant tous mes appels. Steph m'a demandé d'arrêter de crier sur ses parents et a menacé d'appeler la police. Je jure que si Paul n'avait pas été là à ce moment-là, j'aurais foncé sur Steph et je l'aurais frappé sur le champ. Je lui ai dit que, honnêtement, je me fichais de ses raisons d'avoir abandonné mon père, mais qu'elle devait s'occuper de son fils. Steph a commencé à refuser, me disant que Paul était mon frère et que je devais prendre mes responsabilités puisque je m'occupais déjà de mon père. J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer et lui ai dit que mon père était admis dans un centre de traitement du cancer et que j'allais retourner à l'université. Alors, à moins qu'elle ne veuille que j'appelle les services sociaux, Paul resterait avec elle. J'ai embrassé Paul avant de partir, et mon cœur s'est brisé pour lui, mais je n'avais pas d'autre choix à ce moment-là. J'ai fait de mon mieux pour me concentrer sur mes études autant que possible, car j'espérais obtenir un bon travail afin de soutenir mon père s'il guérissait, et Paul si la situation l'exigeait. C'est difficile pour moi d'écrire cela, mais malheureusement, mon père n'a pas survécu très longtemps. Nous parlions tous les jours, et il me disait qu'il allait mieux, mais ce n'était clairement pas le cas. Pendant tout ce temps, Steph n'a jamais cherché à le contacter ni même permis à Paul de voir son père. J'ai essayé de l'appeler, mais comme d'habitude, elle a ignoré mes appels comme si je n'étais rien pour elle. 2 mois plus tard, les médecins m'ont informé qu'il était décédé dans son sommeil aux premières heures du matin. J'ai dû rentrer chez moi et organiser ses funérailles. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti seul et comme si je n'avais plus personne. Lors des funérailles de mon père, Paul est venu avec ses grands-parents maternels, mais Steph était absente. Il m'a vu et s'est précipité pour me serrer dans ses bras. J'ai éclaté en sanglots sur ses petites épaules, car il était littéralement la seule famille qu'il me restait au monde. Après les funérailles, les parents de Steph m'ont informé qu'elle était partie ce matin-là. J'ai demandé ce qu'ils voulaient dire, et ils m'ont expliqué qu'ils avaient découvert ces derniers mois que Steph avait une liaison avec l'un de ses ex-petits amis depuis le début de son mariage avec mon père.
Ses parents m'ont expliqué qu'elle voulait quitter mon père depuis longtemps après avoir réalisé que la maternité n'était pas faite pour elle, mais qu'elle hésitait. Puis, lorsque mon père est tombé malade, elle a trouvé une excuse pour partir. Je leur ai demandé pourquoi ils me racontaient tout cela alors qu'ils auraient dû essayer d'empêcher Steph de partir, mais ils ont poursuivi en disant que, puisqu'elle ne voulait pas de Paul, ils voulaient que je l'adopte. Je les ai regardés un instant, complètement perdus, alors que j'étais encore en train de faire mon deuil. Ils ont essayé de s'excuser et de me rassurer en disant qu'ils pouvaient s'occuper de Paul aussi longtemps que nécessaire, mais qu'ils étaient trop âgés et en mauvaise santé pour le prendre en charge à plein temps. C'est pourquoi ils voulaient que je l'adopte. Au début, j'ai refusé et leur ai dit que nous devions appeler la police et les services sociaux immédiatement. Mais ils m'ont expliqué que, même si les services sociaux étaient appelés, ils ne pourraient pas faire grand-chose et que Paul risquait de finir dans le système. Ils ont essayé de me culpabiliser, me disant que j'étais tout ce qui lui restait et que j'étais la seule personne qui pouvait l'aider. Peut-être était-ce parce que je venais de perdre le seul membre de ma famille, mais je savais, au fond de moi, que je ne pouvais pas l'abandonner. Ainsi, le jour où j'ai perdu mon père, j'ai compris que je devrais prendre soin de mon demi-frère. J'aimerais pouvoir dire que c'était facile, mais ce ne l'était pas. J'ai dû prendre une année sabbatique à l'université, car il était impossible de tout gérer en même temps. Mes professeurs étaient vraiment déçus, car j'étais un excellent étudiant, mais ils ont tous compris ma situation. Heureusement pour nous, mon père avait tout laissé en mon nom. J'ai donc travaillé à vendre sa maison et sa voiture pour obtenir les ressources nécessaires afin de subvenir à nos besoins, à Paul et à moi. Je voulais quitter cette ville derrière moi et prévoyais d'emmener Paul avec moi. Il était triste de quitter ses amis, mais il était aussi enthousiaste à l'idée de déménager dans une nouvelle ville avec moi. Paul me faisait une confiance totale et savait que je prendrais soin de lui quoi qu'il arrive. Les parents de Steph n'ont pas eu d'objection à ce que nous quittions la ville. Paul et moi avons vécu dans un petit appartement en location près de mon campus universitaire, et je l'ai inscrit dans une école à proximité. J'aimerais dire que les 3 années suivantes ont été faciles, mais ce n'était pas le cas. Pendant 3 ans, j'ai jonglé entre mes études, mon travail et mon rôle de tuteur légal de Paul. Ce fut un défi, mais voir Paul s'épanouir et grandir en valait la peine. J'ai également entamé les démarches pour obtenir sa tutelle légale, puisque sa mère l'avait clairement abandonné et que ses grands-parents n'étaient pas en état de s'occuper de lui. Il ne faisait aucun doute que je deviendrais son tuteur légal. J'avais tout fait pour lui, donc c'était une transition naturelle pour moi d'assumer officiellement ce rôle. Le processus n'a pas été facile, impliquant beaucoup de paperasse et de consultations juridiques, mais j'étais déterminé à tout faire pour Paul. Finalement, j'ai obtenu sa tutelle légale. Malgré tous les défis, notre petit appartement est peu à peu devenu un foyer. Paul s'est bien adapté à sa nouvelle école, s'est fait des amis et a excellé académiquement. J'ai continué à travailler dur, sachant que chaque effort était pour l'avenir de Paul. Avec le temps, j'ai décroché un bon emploi après l'obtention de mon diplôme, ce qui nous a permis de déménager dans un meilleur quartier de la ville. Paul est devenu un enfant confiant et heureux, et je ne pourrais pas être plus fier, du jeune homme qu'il devient. Il se souvient de Steph et la mentionne parfois, mais il sait aussi que je suis sa vraie famille. Nous parlons souvent de papa, car je veux que Paul garde son souvenir vivant. Une semaine environ s'est écoulée quand j'ai reçu un appel des parents de Steph. Ils prennent des nouvelles de Paul tous les quelques mois, donc je ne me suis pas posé de questions en répondant. À ma grande surprise, c'était Steph au téléphone. Elle a commencé à me demander où j'étais et pourquoi j'avais vendu la maison de papa. Elle exigeait de savoir où je vivais et si Paul était avec moi. Je lui ai répondu que Paul vivait avec moi parce que, moi, je ne l'aurais jamais abandonné comme elle l'avait fait, et qu'elle ne devait pas s'approcher de lui. Steph a alors affirmé qu'elle savait que j'étais le tuteur légal de Paul, mais que cela ne signifiait pas qu'elle, en tant que mère biologique, n'avait pas le droit de savoir où il était. Elle m'a menacé d'aller voir la police si je ne lui disais rien. J'ai ri en entendant ça et je lui ai répondu calmement qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais que, puisque le tribunal m'avait désigné pour m'occuper de Paul, je n'hésiterais pas à demander une ordonnance restrictive contre elle. Je lui ai dit qu'elle était la pire mère du monde pour avoir abandonné son propre enfant et qu'elle avait de la chance que j'aimais assez Paul pour m'occuper de lui, sinon, qui sait où il serait aujourd'hui. Steph a eu la voix qui tremblait et s'est mise à pleurer. Elle m'a dit qu'elle était désolée pour ce qu'elle avait fait, mais qu'elle était aussi en deuil et que je ne devrais pas la blâmer. Je lui ai demandé de ne plus jamais m'appeler, car ni Paul ni moi ne voulions avoir affaire à elle, puis j'ai raccroché. Après cet appel, j'ai ressenti un mélange de colère, de tristesse et de soulagement. De la colère envers Steph pour tout le mal qu'elle avait causé, de la tristesse pour la perte de mon père et toutes les épreuves traversées, et du soulagement en réalisant que Paul et moi avions réussi à surmonter tout ça ensemble. Cependant, depuis cet appel, je ressens une certaine culpabilité et je me demande si d'autres personnes ont vécu des situations similaires et comment elles ont réagi. Suis-je une mauvaise personne pour empêcher Paul de voir sa mère biologique ? Mise à jour 1.
Quand j'ai posté ce message, je ne m'attendais pas à recevoir des milliers de commentaires. Merci à tous pour vos suggestions et vos retours. Cela m'a réchauffé le cœur de lire tant de témoignages de personnes qui, comme moi, sont des frères ou sœurs aînés ayant traversé des épreuves similaires. Vos histoires m'ont permis de me sentir compris, et je vous suis reconnaissant d'avoir pris le temps de partager votre avis. J'ai pris en compte vos conseils et je suis soulagé de voir que la plupart d'entre vous pensent que je devrais protéger Paul de Steph. Je vais aussi commencer à documenter nos conversations, au cas où elle déciderait d'aller voir la police ou si un conflit éclatait. Bien que je sache qu'elle n'a aucun droit légal sur Paul, j'ai aussi discuté avec lui de l'appel de sa mère. J'ai été honnête et lui ai dit que Steph avait cherché à avoir de ses nouvelles et qu'il pouvait lui parler s'il le souhaitait. Mais Paul a refusé. Il m'a dit qu'il comprenait pourquoi je l'avais tenu à l'écart de Steph et qu'il ne voulait pas de contact avec elle. Il m'a dit qu'il se sentait aimé et en sécurité avec moi, et que c'était tout ce dont il avait besoin. J'ai respecté sa décision et je lui ai assuré que je continuerais à faire passer son bien-être avant tout. Je lui ai aussi dit qu'il n'était pas responsable des actes de sa mère et qu'il méritait tout l'amour et le bonheur du monde. Mise à jour 2. Désolé pour le retard de cette mise à jour. Beaucoup d'entre vous l'attendaient, alors la voici. Voici l'email que j'ai envoyé à Steph et à ses parents au sujet de Paul, comme certains d'entre vous me l'avaient conseillé. Objet, concernant le bien-être de Paul. Bonjour Steph. Je t'écris pour te donner des nouvelles de Paul et de sa situation actuelle, suite à ton appel du date. Comme tu le sais, j'ai été désigné tuteur légal de Paul après que tu l'as abandonné et que tes parents ont refusé de s'en occuper. J'ai pris la responsabilité de veiller sur lui et de lui assurer un environnement sûr et épanouissant. Paul vit actuellement avec moi à Ville, où il est inscrit dans une école proche de notre domicile. Il s'épanouit tant sur le plan scolaire que social, il s'est fait des amis et il s'adapte très bien à son nouvel environnement. Je tiens à te rassurer, Paul est entre de bonnes mains et reçoit tout l'amour et l'attention dont il a besoin. Je comprends que tu puisses avoir des préoccupations ou des questions concernant l'éducation de Paul. Cependant, puisque tu as choisi de sortir de sa vie le jour où notre père est décédé sans donner la moindre explication, je considère que tu as perdu le droit de demander des nouvelles. Je suis disposé à maintenir le contact avec ses grands-parents uniquement pour le bien de Paul, car je dois avant tout veiller à sa sécurité et à sa stabilité. Par conséquent, j'espère que tu ne nous dérangeras plus. Merci pour ta compréhension et ta coopération. J'espère qu'après cet email, Steph nous laissera enfin, Paul et moi, tranquilles. Mise à jour 3. Cela fait 6 mois depuis ma dernière mise à jour, et je tiens à rassurer tout le monde, Paul est toujours avec moi. Comme prévu, Steph n'a rien fait après mon email, et ses parents m'ont appelé pour m'informer qu'elle était repartie. Ils m'ont également expliqué pourquoi elle avait soudainement cherché à nous contacter. Il s'avère que son ex-petit ami, celui pour qui elle nous avait quittés, a rompu avec elle et est maintenant fiancé à une autre femme. Alors, fidèle à elle-même, Steph a pensé qu'il était parfaitement normal de revenir dans nos vies comme si de rien n'était. Ses parents m'ont assuré qu'elle ne prendrait jamais de mesures légales contre moi, car elle avait abandonné son propre enfant et qu'ils en avaient aussi assez de son comportement. Ils m'ont assuré qu'ils soutiendraient ma décision et qu'ils resteraient en contact pour prendre des nouvelles de Paul. D'ailleurs, Paul va très bien à l'école. Il a récemment fêté son anniversaire avec ses amis et a commencé à apprendre à faire du skate. Je travaille dur pour nous offrir une vie stable et faire en sorte que Paul ait tout ce dont il a besoin pour grandir et réussir. Ce n'est pas toujours facile, mais voir son sourire et entendre son rire rend chaque difficulté supportable. Mise à jour 4. Récemment, quelque chose d'inattendu est arrivé avec Stéphanie, et je voulais le partager avec vous. Il s'avère que, lors d'une de ses tentatives pour revenir dans nos vies, elle s'est présentée à mon appartement sans prévenir. Je ne sais pas comment elle a découvert notre adresse, mais elle était là. Je n'étais pas chez moi à ce moment-là, mais Paul, lui, y était. Lorsqu'elle a frappé à la porte, il n'a pas ouvert. Au lieu de cela, il m'a immédiatement appelé pour m'avertir de sa visite. J'ai décidé de rentrer chez moi sur le champ. En arrivant, j'ai trouvé Stéphanie en train d'essayer de convaincre Paul de lui ouvrir, mais il refusait fermement. Je l'ai alors confronté et lui ai rappelé qu'elle avait abandonné son fils. Je lui ai dit qu'elle n'avait aucun droit de débarquer ainsi et de s'attendre à être accueillie à bras ouverts après tout ce qu'elle avait fait. Stéphanie a essayé de s'excuser et de trouver des excuses, mais j'en avais assez. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de toutes les fois où elle m'avait humilié et rabaissé, de toutes les fois où elle m'avait fait me sentir insignifiant. J'ai compris qu'il était temps de mettre un terme à son intrusion dans nos vies. J'ai pris une décision, j'ai appelé la police et signalé Stéphanie. À leur arrivée, j'ai expliqué la situation et montré tous les documents prouvant que j'avais la garde légale de Paul. Les agents ont parlé à Stéphanie et l'ont averti des conséquences légales de son comportement. Elle n'a pas du tout apprécié et a commencé à m'insulter et à se disputer avec moi. Finalement, les policiers l'ont emmenée. Je ne sais pas s'ils l'ont placée en garde à vue ou simplement éloignée de chez moi.
J'espère qu'elle ne reviendra pas, mais si elle le fait, je prendrai des mesures légales. Je dois aussi ajouter qu'en pleine dispute devant ma porte, elle a mentionné la maison de mon père. Selon elle, elle avait droit à une part de l'argent de la vente parce qu'elle avait été sa femme. J'ai trouvé cela ridicule, sachant qu'elle lui avait été infidèle et qu'elle l'avait abandonné alors qu'il était mourant. Donc non, elle n'aura rien. À ce moment-là, j'ai eu envie de lui mettre mon poing au visage, car son attitude m'a rappelé la personne qu'elle était autrefois. Mais je ne voulais pas le faire devant Paul, ni ajouter encore plus de drame à cette histoire. Mais j'espère sincèrement qu'elle ne me poussera pas plus loin, car je commence à être à bout de patience. Je sais que certains diront que je devrais demander une ordonnance restrictive immédiatement, mais si je le fais maintenant, je manquerai une occasion de prendre ma revanche. Mise à jour 5. Comme prévu, elle est revenue. Visiblement, l'intervention de la police ne lui a pas suffi. Heureusement, Paul était chez un ami cette fois-ci, donc nous étions seuls, elle et moi. Comme beaucoup d'entre vous l'avaient deviné dans les commentaires précédents, la seule raison de son retour était l'argent de la vente de la maison de mon père. Cela a déclenché une dispute intense, et quand elle m'a dit que j'étais aussi folle que ma mère et que mon père avait attrapé un cancer à force de s'occuper de moi parce que j'étais une mauvaise fille, j'ai littéralement vu rouge, comme on dit. Alors je l'ai giflé. À ce moment-là, Stéphanie était à ma porte, un pied déjà à l'intérieur. Après l'avoir giflé, je l'ai poussée dehors et j'ai refermé la porte. Maintenant, j'ai contacté un avocat et nous entamons une procédure pour demander une ordonnance restrictive. Je ne sais pas si la gifle m'aidera dans cette affaire, mais, honnêtement, ça faisait un bien fou.